Du coup, merci à tous d'être venus ce soir, malgré le fait que ce soit redéplacé par rapport à la semaine dernière avec les grèves. C'est vraiment cool de tous vous avoir là ce soir pour parler d'un sujet qui, en vrai, était, on va dire, assez haut dans nos cœurs, dans le sens où on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à se lancer dans le freelance, que ce soit dans plein de professions, généralement les développeurs, les marketeurs, les SEO, etc. Et depuis les derniers mois, on voit de plus en plus de freelance qui se lance en produit. Stéphane, ça fait longtemps qu'il y est, mais voilà, il vous racontera un peu son histoire. Et du coup, là, on s'est dit que c'était un peu la bonne occasion de faire ça. Et juste pour vous remettre un peu de contexte, parce qu'il y a pas mal de têtes que j'ai pas forcément vues déjà. Donc en gros, moi, je fais partie avec 5 autres personnes de la team de French Produit. Donc on est en gros une association qui, on va dire, connectons les amoureux du produit au sens large. Donc ça veut dire que on regroupe un peu tout ce qui est product manager, product designer, product ops, product marketing, enfin un peu la totale. Au sein de plusieurs initiatives, il y a différents canaux. Donc il y a le Slack qui est un peu le flagship de ce qu'on fait, où il y a une grosse communauté. On est à peu près plus de 2500 personnes, pour lequel en fait il y a pas mal d'échanges quotidiens sur plein de choses, des manières de fonctionner, orga, plutôt des conseils de recrutement, où il y a un peu de tout. Après, on a l'avantage d'être localisé par différentes villes, donc notamment à Paris. Après, pour ceux qui bougent en remote ou des choses comme ça, du coup, on a d'autres villes, notamment vers Aix-Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nice, Nantes. On va ouvrir Rennes, Lyon, et je crois à peu près tous ces trucs-là. Et après, on a pas mal de ressources, que ce soit des podcasts, des extraits des meilleures conversations qu'on a vues qui peuvent intéresser un peu tout le monde. Donc on a un peu de newsletter là-dessus. Et après, on a pour finir aussi une communauté pour les French CPO. Donc voilà, bon là c'est un peu le récap des chapters que je vous ai un peu dit juste avant. Ah ouais. Tu vas gêner le QR code. On va décaler la chaise. C'est pas de bol. Voilà, c'est un peu ce que je vous disais. Si jamais vous n'y avez pas accès encore, du coup vous pouvez flasher le QR. J'espère qu'il y aura à peu près assez de lumière pour vous. Est-ce qu'il est assez gros? Sinon on peut l'agrandir. Exactement. Et si jamais, vous pouvez aller sur frenchproduit.com, dans tous les cas vous aurez accès. Globalement, il y a pas mal de choses. Ça va y revenir après. L'idée, c'est du fait que ce soit gratuit. On va juste décaler la chaise, je pense. Désolé. Ouais, tu peux te mettre ici avec la chaise. Ouais. Non, mais prends la chaise, ouais. Le fait d'être une association, en gros, ça nous aide et ça nous oblige à quelques petites choses que je reviendrai tout à l'heure. Mais l'idée de la communauté French Produit, c'est quand même d'être gratuit pour tout le monde. Donc, ce qui fait que le Slack n'est pas payant. Bon, on perd l'historique, mais bon, c'est pour ça qu'on essaye de faire du digest de contenu. Les meet-ups sont pas payants, etc. Enfin, toutes les initiatives qu'on essaie de proposer, on veut que ce soit gratuit pour que tout le monde puisse y avoir accès, pour que la fonction produit soit à peu près évangélisée partout en France et que les gens comprennent plus ce que les products font. L'idée, c'est que ce soit après dans un bon climat, on va dire assez gentil, donc dans le sens entre pairs, entre personnes qui pratiquent le même métier, et pour pas avoir des recruteurs sur le Slack, des sales qui essayent de vendre des solutions de product management, etc. Donc en fait, on fait un peu tout cet écrémage, donc ce qui fait que la candidature, on demande réellement une vraie motivation et un pourquoi vous voulez vraiment rejoindre la communauté, histoire que les gens ne rentrent pas pour vendre. Et dans ce cadre-là, ça c'est la team, ça oui. Si jamais vous voulez nous parler après, on est plusieurs un peu là présents sur la brochette. Si vous voulez nous parler tout à l'heure. Et pour le fait que ce soit gratuit, en fait on a des sponsors qui nous donnent de l'argent pour payer toute la partie captation et le site Meetup qui est assez cher. Et plein d'autres initiatives dont on n'a pas encore parlé, mais sur lesquelles on bosse un peu divers. Donc le premier, c'est Bizory, je pense que vous devez connaître, c'est une boîte de conseil en product management. Là, ils sont basés dans plusieurs villes en France. Et voilà. Ensuite, on a Sending Blue,
qui est une solution d'email marketing transactionnel, etc., qui est basée à Lyon et qui est utilisée essentiellement quand même pour pas mal de startups. Donc je pense que pas mal d'entre vous le connaissent. Et après, on a une autre boîte, Exalt, qui est un peu comme Advisory, qui est une boîte de conseil en transformation / digital / product management. Pareil. Et on a un sponsor qui nous donne un peu plus de moyens sur Paris, qui est Byteclick. Ah, il y a un petit chat. Et voilà. Et je vais juste laisser la parole à Jean et Vianney pour nous parler un peu de Collective. Et on va les remercier aussi de nous avoir accueillis ce soir. Déjà, bienvenue à tous. Bienvenue chez Collective. On est vraiment ravis de vous recevoir. Alex parlait des amoureux du produit. J'ose dire que nous sommes des amoureux du produit chez Collective. Et amoureux du produit, notamment parce que c'est toute la thèse de notre entreprise, le produit. Et un autre truc qui est la thèse de notre entreprise, c'est le freelancing. Donc je pense que ça faisait tout à fait sens qu'on vous propose de venir aujourd'hui. On me disait tout à l'heure qu'il y avait eu des difficultés à trouver un lieu pour accueillir cette conférence qui parle du freelancing parce que les entreprises dans lesquelles vous êtes ont peur que vous démissionniez. Eh bien, je vous le dis, démissionnez en fait, puisque chez nous, chez Collective, on a une solution à vous proposer. Cette solution, c'est quoi ? Elle part de la thèse que le freelance, c'est cool, mais on est tout seul quand on est freelance. Et nous, ce qu'on vient proposer aux gens, c'est de créer facilement des collectifs de freelance et de pouvoir facilement travailler en collectif de freelance. Ce qui fait tout à fait sens pour du produit, comme je le disais tout à l'heure, parce que vous avez dû voir qu'avec la maturité de l'écosystème produit, il y a des métiers qui sont de plus en plus spécialisés. Donc ici, il y a peut-être des product managers, des product designers, des gens qui font de l'UX research, donc des métiers qui deviennent très spécialisés. Et ces métiers ont de plus en plus de sens au fur et à mesure quand on arrive à les mutualiser, en fait, quand les gens arrivent à mutualiser leurs compétences. Et c'est là où on arrive à avoir une vraie force. Donc cette vraie force, elle existe dans le collectif. Notre thèse, c'est de permettre à des freelances donc, qui travaillent tout seuls de pouvoir travailler avec d'autres, et notamment dans le but de concurrencer le modèle de l'agence. Donc peut-être qu'il y en a qui parmi vous travaillent dans des agences. Un collectif de freelance, c'est une forme qui est de manière inhérente beaucoup plus efficace et beaucoup plus aussi rentable pour des freelances, puisqu'elle va leur permettre de vendre des projets plus gros, exécuter des projets de A à Z. Et ça, on pense que ça a un intérêt pour vous, freelance potentiel ou freelance, je ne sais pas, et également pour des entreprises puisqu'elles ont la possibilité de s'adresser à des groupes d'experts hyper spécialisés avec une structure de coût qui est beaucoup plus efficace que le modèle de l'agence puisqu'il n'y a pas de bureau à payer, il n'y a pas de marketing à payer. Voilà donc un peu notre thèse. Là-dedans, chez Collective, on fait quoi ? Chez Collective, on vous donne accès à une plateforme qui permet hyper simplement de créer un collectif, inviter les gens autour de vous avec qui ça ferait sens que vous fassiez du collectif. Et puis en même temps, on a une marketplace qui vous permet de vous mettre un pied à l'étrier en fait, en vous donnant accès à des missions en équipe via donc une marketplace accessible donc côté client, côté entreprise. Donc voici toute la thèse de Collective. Petit moment aussi assez drôle parce que je regardais de manière très indiscrète les favoris qui étaient en haut de... les miens. J'imagine que vous l'avez tous fait. Et donc dans ces favoris, on a des éléments très à la mode comme ChatGPT. On a du Airtable, du Miro, du Canva, donc des outils qui doivent vous parler. Et puis il y a ce petit dernier, l'URSSAF à droite. Voilà, exactement. Désolé. Donc j'imagine qu'on va en dire un mot tout à l'heure et puis durant cette présentation. J'aurais dû le planquer, ça. En tout cas, sachez que Collective existe. Sachez que vous pouvez donc travailler à plusieurs en étant freelance. Donc ça, c'est vraiment notre thèse innovante. On est une très jeune boîte. Vous pouvez voir, c'est un peu artisanal autour de vous, mais c'est ça qui est marrant. Et donc n'hésitez pas à tester l'outil. On aime beaucoup les gens qui font du produit parce qu'ils sont sympas, aussi parce qu'ils sont très exigeants en matière de produit, donc c'est marrant, on a du feedback parfois en nous disant il faudrait agrandir la textaria de 32 pixels, donc on peut faire un copier-coller dans Linear ou Jira, c'est pratique pour optimiser le produit. Décale-toi un peu, si tu veux. Voilà, je sais pas si Jean tu voulais dire un mot ou... Non, peut-être pour la petite anecdote. Donc tu veux le micro j'ai besoin de micro. Parce que sinon on m'entend pas. Pour la petite anecdote, donc on a impulsé Collective il y a 2 ans dans le giron d'eFounders, qui maintenant s'appelle EXA. Et donc Vianney a bien expliqué ce qu'on fait. Et notre rêve le plus fou, c'est de faire émerger ce modèle qui est le collectif de freelance, qui deviendra, selon nous à terme, l'entreprise de service de demain.
Et donc voilà, on est là pour ça, pour rendre possible cette manière de travailler pour des indépendants et des entreprises en demande. Donc si vous connaissez des entreprises qui cherchent l'accompagnement pluridisciplinaire d'un collectif ou plusieurs, vous savez où nous trouver. Et puis si vous avez des amis freelance qui veulent réinventer un peu leur manière de travailler au travers du collectif, eh ben on est également là et on a un super produit. Merci d'être venu et bienvenue dans nos bureaux. Merci à vous surtout. Et du coup, maintenant, je vais laisser la place à Stéphane. Je vais le laisser se présenter aussi, parce que c'est plus sympa. Puis j'ai 12 000 slides pour me présenter, donc en plus c'est parfait. Tout d'abord, merci d'être venu là aujourd'hui, même si c'était prévu la semaine dernière, comme vous l'avez vu, on a décalé pour des raisons qui ne sont pas liées à notre volonté. L'objectif, j'ai marqué 1 heure pour vous aider à décoller. C'est pas 1 heure, hein, on va se calmer. C'est juste qu'à l'intérieur, il y a aussi des échanges, d'accord ? Donc on va pouvoir, à partir du moment où mon assistant sera disponible, passer à la slide d'après. Déjà, on va commencer. Qui est freelance produit ici ? Merci. Qui est-ce qui aimerait être freelance produit ? Voilà. Donc vous êtes au bon endroit, a priori. Parce qu'on va parler de tout ça. Et bien pour commencer, quand on est poli, on se présente. Donc je vais commencer par me présenter. Comme ça, vous saurez qui est-ce qui vous parle là, pendant quasiment 1 heure. Donc j'ai commencé ma carrière en 98. Certains d'entre vous n'étaient même pas nés. Par travailler pour des boîtes américaines en France. Donc AOL, America Online, très très belle marque à l'époque. C'était le leader mondial de l'Internet. Qui connaît AOL aujourd'hui ? Plus personne. Mais on avait fait des choses super intéressantes et déjà dans le produit. Deuxième boîte, Yahoo, pareil, super belle boîte à l'époque. Bon, c'est là où je me rends compte que je suis vieux, puisque ces 2 boîtes-là, maintenant, ont fusionné, c'est ailleurs, on n'en parle plus. C'était quand même une super expérience. Je suis parti après vivre à San Francisco en 2007, parce que j'en avais assez de travailler pour des boîtes américaines en France. Donc je me suis dit, on va aller travailler pour des boîtes américaines aux États-Unis. Je suis arrivé sur un visa de touriste 3 mois, je suis resté 7 ans. Alors d'abord, chez Sixpart, une boîte qui n'existe plus. C'est marrant, hein, ça fait déjà 3 sur 3 et c'est pas fini. Donc Sixpart, c'était le leader mondial du blog avant WordPress. Donc c'était Typepad, Movable Type. Et pour la petite histoire, on a sorti l'une des 10 premières applications sur iOS en 2008, quand l'App Store est sorti. Yes. Alors ce logo ne passe pas bien du tout. Hein, c'est le logo de Seismic, donc une boîte qui avait été montée par Loïc Lemer à l'époque, qui faisait du social media. La boîte n'existe plus. Ça fait 4 sur 4. On sent qu'il y a un truc. Et donc là, très très rapidement, en fait, entre Sixpart et Seismic, je ne l'ai pas marqué, mais j'ai monté une boîte qui était dans la data du football. Donc ça m'a permis d'apprendre plein de trucs. Et puis surtout, quand on est dans la Silicon Valley, on a besoin de monter une boîte, sinon on est nul. Donc blague à part, j'avais vraiment envie de faire un truc. Ça ne s'est pas bien passé. Et après, j'ai travaillé pour Seismic pour faire des applications mobiles sur le social media avec Salesforce qui avait investi dans la boîte. Et au bout de 8 mois, on s'est rendu compte que Salesforce avait piqué notre code. Donc on a arrêté. C'était compliqué. Voilà. Et après, j'ai essayé de revendre ma boîte justement dans la data du foot à ESPN. Ça n'a pas marché. Ils m'ont recruté. Donc c'était quand même très très cool. Après, justement, je suis rentré en France pour des raisons personnelles. Je t'en prie. Donc 3 ans et demi chez AXA, directeur mobile, puis digital, Apus Sales. Donc c'est une boîte qui aujourd'hui s'appelle, je sais plus. Bon, en tout cas, c'est une boîte qui a fusionné WebMD. Voilà, merci. WebMD. Donc c'est une industrie qui est dans la pharma. Et puis Eldo Travaux. J'étais CPTO chez Eldo Travaux, qu'on a renommé en Eldo, qui est donc un SaaS à destination des artisans. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de trucs jusqu'en 2020. Sur des industries hyper diverses et variées et toujours dans les fonctions produits. Mais plus récemment, en réalité depuis 2019, j'ai fait du mentoring, du coaching et beaucoup de freelancing. Et comme je vous le dis, oui, même chez Eldo, parce que j'avais besoin d'être toujours en contact d'autres industries, d'autres entreprises, et puis d'accompagner des gens. Il se trouve même que chez Eldo, en fait, je suis rentré comme consultant. J'étais là pour accompagner le Head of Product, et puis je me suis rendu compte que je pouvais peut-être un peu les aider, un peu plus que ce qui était prévu initialement. Et donc, ils m'ont proposé de rentrer comme CPTO, donc j'y suis resté 1 an et demi. Voilà, ça c'est Bibi, hop, c'est fait. Donc les objectifs de cette discussion, oui ? J'ajoute une ligne à ton CV que tu lances un collectif de freelance demain. Et dont on ne parlera pas ce soir, puisqu'on le lance demain. Merci. Et donc oui, voilà.
Bon, alors, c'est plus que du spoil, là. Je voulais en parler à la fin. Donc, il y a 3 objectifs ici dans la présentation. Le premier, c'est comment est-ce qu'on devient freelance? Quelles sont les actions concrètes pour le faire? Et puis après, l'idée, c'est quand même d'être transparent. Vous l'avez compris, je ne sais plus faire de langue de bois. Je le faisais avant, mais je ne sais plus le faire. 7 ans de Silicon Valley, ça finit. C'est fini. Donc, on va faire ça en 3 étapes. Première étape, Simon Sinek. Pourquoi devenir freelance? Deuxième étape, c'est comment est-ce qu'on devient freelance et comment est-ce qu'on se forme en tant que freelance. Parce que évidemment, c'est ultra facile aujourd'hui de devenir techniquement freelance, on va en parler. Mais après, la question qui va se poser, c'est comment est-ce que vous continuez pour être efficace et pertinent? Et donc ça, c'est pareil, il y a des approches particulières. Donc, on va aborder les 3 étapes les unes après les autres. Première étape, très simplement, c'est le pourquoi. Et le pourquoi, il commence par quelque chose de très clair, c'est les macro-tendances. On est bien sur le timing, hein? On est bien. Hein? Ouais. On est bien. On est bien. Bah, je vous ai mis des éléments qui sont hyper concrets, que vous connaissez tous, mais c'est bien de les rappeler parce qu'en fait, c'est ça qui, moi, m'ont amené à comprendre pourquoi je voulais faire ça. Première chose, c'est l'ère post-Covid. On s'est tous retrouvés confinés, vous le savez, et donc il a fallu qu'on apprenne à travailler différemment. C'est toujours vrai aujourd'hui. Ça a généré le deuxième point qui est l'hybridation du travail. Donc d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, on peut avoir des bureaux, on peut ne pas avoir de bureau, on peut travailler de n'importe où, c'est plus du tout un problème. Il y a des boîtes qui ont dû, du jour au lendemain, s'habituer à des personnes qui travaillaient de chez elles ou de n'importe où dans le monde. Troisième point, on y était presque. Troisième point, il y a des profils seniors qui sont en grande pénurie. Ça, c'est très vrai. Pour des personnes qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience, surtout dans le domaine du produit, il y en a très peu. Et justement, je vais vraiment détailler ça tout à l'heure. Quatrième point, il n'y a pas de formation produit pour des personnes justement qui ont ce niveau d'expérience. Et encore moins en volume. Il y a beaucoup de bootcamps qui existent, mais c'est plutôt pour former des gens au métier de product manager. Mais après, sur des postes VP, Head of VP et CPO, ça n'existe pas ou très peu. Et enfin, dernier point, on le sait tous, il y a énormément de boîtes de conseil en product management qui ont vu le jour ces dernières années, qui ont fait et qui continuent à faire beaucoup d'argent. J'ai écrit un article il n'y a pas longtemps qui expliquait qu'en fait on plaçait du PO, beaucoup de product owners, qui était la version 2.0 du chef de projet. Donc je pense qu'il y a beaucoup de boîtes de conseil qui justement ont vu qu'il y avait une opportunité justement dans la pénurie de talents pour justement se transformer et aller faire du product management. On a parlé de certaines d'entre elles tout à l'heure parmi les sponsors que je respecte et que j'admire. Mais en tout cas, voilà, on voit bien qu'il y a un business ici. Ça, ce sont les macro-tendances. Donc le marché, tu peux appuyer 2 fois de plus, s'il te plaît. Donc j'ai regardé rapidement pour m'amuser sur LinkedIn combien de fois on voyait la recherche de job Chief Product Officer. Vous voyez, 137. Sur French CPO, on est 201. D'accord? Donc ce sont des personnes, niveau CPO, qui ont été validées par leur pairs. 201. Et il n'y a que 26 freelances disponibles. Donc on est vraiment sur un marché ultra pénurique. À un moment donné, il y a beaucoup plus d'entreprises qui vont rechercher des profils de CPO que de CPO disponibles. Et ces personnes-là, elles sont pour 90% d'entre elles en poste. Donc c'est très compliqué pour des boîtes, par exemple, de trouver des profils de CPO. J'ai fait l'exercice sur CPO parce que c'est mon job, mais j'aurais pu le faire sur d'autres métiers du produit. Donc il y a un marché évident, il y a une demande, il y a un besoin. Yeah. Il y a des éléments qu'il faut considérer, ce sont donc les aspirations personnelles. C'est-à-dire qu'il y a des macro-tendances, il y a un marché, mais après, pourquoi est-ce que vous voudriez devenir freelance? Donc j'ai listé quelques-unes ici, et puis ça peut être intéressant que vous leviez la main pour ceux qui l'ont été, qui le sont ou qui le seront, pour dire si ça fait partie de vos aspirations. Donc la première chose, c'est la quête de liberté. Est-ce que ça fait partie de vos aspirations? Levez bien. Ouais. Donc là, il y a même 2 mains qui sont levées ici pour la même personne. Donc on sent que c'est vraiment le P1, hein, c'est la première priorité importante. Deuxième point, alors celui-ci, on n'en parle pas souvent, c'est le besoin d'apprentissage, le fait de se confronter à des domaines différents. Quand on est employé, forcément, on a un domaine, et pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est toujours le même. Donc là, ok, donc un petit tiers. L'autonomie financière, fixer son tarif. Donc en fait, on travaille pour soi, à son prix. Ok, on est à peu près à la moitié, vite fait. Travailler pour soi, pas pour un manager. Alors pour la petite histoire,
ça a été mon driver premier, celui-ci. C'est-à-dire que les 2 dernières expériences, à peu près, je me suis rendu compte que j'avais un problème avec le CEO. Et donc je me suis dit, ça fait 2 fois d'affilée. Donc soit le problème c'est le CEO, soit c'est moi. Bon, j'ai considéré que c'était moi le problème. Donc je ne me considère pas aujourd'hui comme employable, donc j'ai décidé de me mettre à mon compte. Vous voyez, le reste, finalement, pour moi, c'est moins important. Enfin, encore que. Et dernier point, recherche de sens individuel. Est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens pour vous? Ouais, beaucoup moins, beaucoup moins. Donc on voit bien que c'est quand même, pour la grande majorité des gens ici, la quête de liberté, la volonté d'être comme ça dans le choix. Bon, d'accord, on va accélérer, d'accord. Non mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On est flexible, on est agile. Ce que je vous propose après, c'est de réfléchir à comment se positionner sur le marché. Donc ici, j'ai divisé ça en 2 parties, c'est-à-dire l'entreprise et vous, d'accord? Est-ce que tu peux cliquer encore une fois, s'il te plaît? Merci. Ça explique en fait ce qu'il y a là. Donc, ce qui est intéressant, et ça vous allez le voir si ce n'est pas déjà le cas, c'est qu'en fait, comme vous le savez, les boîtes sont à différents niveaux de maturité. Donc vous devez vous positionner par rapport à ça. Est-ce que vous voulez arriver en tant que freelance comme étant le premier PM, où il n'y en a pas du tout, dans une boîte, pardon, oui, je suis allé un peu vite, pas de PM, une boîte sales-driven, une boîte product-led, etc. Personnellement, ce qui m'intéresse moi, c'est ça. J'adore travailler pour des boîtes qui sont sales-driven, parce qu'il y a beaucoup plus de challenges pour ce qui me concerne, et donc c'est ça qui m'intéresse. Après, le type de mission. Alors, le type de mission, quand on construit son offre, on peut dire « Ah, mais moi, je sais tout faire. Moi, j'ai fait tout, donc je sais tout faire. » Faux. Il faut vous positionner. Il faut que vous puissiez dire ce qui fait qu'on va vous faire appel à vous. Donc, la stratégie, premier PM, discovery, delivery, organisation, enfin, vous connaissez tout ça. Donc, il faut que vous choisissiez 1 ou 2 éléments sur lesquels vous voulez vraiment vous mettre en avant. Pour moi, c'est ça. Ensuite, maturité de la société. Tous les stades, ça peut être potentiellement tous les stades, sauf que vous n'avez pas les mêmes problématiques en fonction des stades. Si c'est une boîte qui est pré-product market fit, forcément, vous avez des problèmes particuliers à devoir résoudre, qui vont vous intéresser ou pas en fonction de là où vous souhaitez vous positionner précédemment. Moi, j'ai essayé de me positionner après la série B, ça colle pas du tout, ça colle pas par rapport à moi, parce que justement, couche managériale, etc. Donc je me suis dit, ok, même en étant freelance, donc j'ai décidé de mettre le plus tôt possible, et donc plutôt en pre-funding. D'accord? C'est quand même compliqué, mais bon. Après, les compétences clés. Alors là, on les connaît toutes. Quand on est PM, on a plein de compétences, et là, je suis allé plutôt sur des... c'est ça, vous voyez, SaaS, B2B, Web3, etc. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers sur lesquels vous avez envie de mettre en avant votre expérience? Avec Gaël, on s'est vu il y a deux French produits, et on était plus sur la partie AI. Il y a quelqu'un qui nous parlait de la partie AI, Emmanuel. Donc elle, c'était là-dessus qu'elle pouvait mettre en avant quelque chose. Moi, typiquement, c'est ça. Ok. Vertical attaqué par la société. Bon vous l'avez vu, j'ai fait de l'assurance, de la santé, de la pharma, de trucs et de machin. Pour moi, il n'y en a pas. Je m'en fiche. Au contraire, je préfère ne pas cibler de vertical particulier, mais ça peut être un choix aussi pour vous. Et enfin, l'expérience dans le domaine. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir déjà travaillé dans ce domaine-là et de pouvoir mettre ça en avant comme un élément de différenciation? Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir travaillé dans le domaine. Au contraire, j'ai envie d'apprendre quelque chose. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait ce petit dessin. C'est les besoins de la boîte et vos envies. Donc, il faut trouver où vous êtes. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a aussi quel type de mission vous voulez apporter. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Est-ce que vous voulez coacher un C-level, un CEO, quelqu'un qui prend un poste de CPO, quelqu'un qui est des vrais exemples, quelqu'un qui est CMO qui récupère le produit, etc., etc. Est-ce que vous voulez être manager de transition? Ça veut dire donc dans des boîtes plus grandes. Quelqu'un est parti en congé, quelqu'un a un congé maladie, vous êtes là. Product par intérim, il cherche un CPO, ou il cherche quelqu'un dans le produit, vous venez remplacer. Conseiller du CEO, là, si vous êtes un peu l'éminence grise, vous êtes là un peu caché, et on vous pose des questions et vous êtes là pour répondre. Ou First PM, et là, First PM, forcément, là, on se relève les manches et puis on y va, on attaque. Donc il faut, s'il te plaît, en effet, déterminer que vous devez vous trouver précisément ici. Et donc, dans votre offre,
quand vous vous positionnez sur le marché, bah, vous savez quel type d'entreprise, c'est pas grave, quel type d'entreprise, quelles sont vos attentes et ce que vous pouvez proposer. Et en fait, dans la réalité, même quand vous cherchez un job en CDI, c'est là, hein, c'est pareil. Mais il faut faire l'effort. Il faut que vous arriviez à vous positionner pour vous démarquer. Donc, une fois que vous avez fait ce travail-là, il faut déterminer ce que j'appelle le master plan. En gros, est-ce que je suis freelance parce que c'est en attendant mieux? Est-ce que je suis freelance parce que vraiment c'est ce que je veux faire? Ou est-ce que j'ai un projet entrepreneurial et j'ai besoin de faire de l'argent en attendant de pouvoir monter ma boîte? Je connais les trois, d'accord? Et il n'y a pas de jugement, en fait, c'est votre plan. Ce qui est intéressant aussi, c'est au fur et à mesure des missions, c'est faire le point par rapport à ce master plan. C'est déterminer si ça vous a fait avancer dans une direction ou pas, si vous avez voulu changer, s'il y a un client qui est tellement intéressant, tellement excitant que ça vous dirait bien de rejoindre le client ou pas. Et après, il y a un élément, donc, ce que j'appelle le sweet spot. Donc, c'est le fameux You are here que j'ai indiqué tout à l'heure là. C'est donc au fur et à mesure des missions, c'est aussi regarder si ce que vous imaginiez, ça correspond à ce que vous aimez. Moi, au début, par exemple, j'allais tête baissée travailler en mission pour des gens qui étaient des first-time entrepreneurs. Je me suis rendu compte que ça passait pas du tout. Mais au bout de 2 échecs, j'ai fait OK. Donc, pareil. Donc, c'est pas eux, c'est moi. Donc, s'il y a une mission qui m'arrive et que c'est un first-time entrepreneur, c'est non direct, quelle que soit la qualité de la personne. Ça collera pas. Non, mais en tout cas, je pense que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Et puis, se former en continu, et ça sera l'objet de la 3e partie. Donc, pour résumer, le marché est pénurique. Top. Maintenant, c'est le meilleur moment, ou hier, mais donc maintenant. Trouver son why, donc pourquoi est-ce que vous voulez devenir freelance? Et puis, valider votre positionnement, mais de façon itérative, donc pour voir ce qui se passe. J'ai en tête, par exemple, enfin non, si je le dis maintenant, il y a une personne justement qui voulait se positionner sur des missions stratégiques. Je l'ai un peu aidé à construire un peu sa réponse. Elle a fait une réponse qui était plutôt bien. Elle s'est juste totalement gourée sur la partie pricing. Bon, bah, ça a été non, donc elle a appris. Elle sait que sur le pricing qu'elle demandait, c'était beaucoup trop cher par rapport à ce qu'elle allait apporter. Donc elle a considéré que c'était OK. Mais on reviendra là-dessus. Ça, c'était la première partie. Merci Alex. Donc maintenant, comment est-ce qu'on devient freelance? Parce que je vous ai dit pourquoi. Maintenant, c'est comment. Comment est-ce qu'on fait? Donc on arrive sur le pas de tir. Et donc la première des choses, la première des questions à se poser, et c'est la question que tous les freelances se sont posés ou se posent, c'est quel statut juridique? Donc il y a le statut très simple d'entreprise individuelle, de micro-entreprise. C'est ultra simple à démarrer, ça va très vite. Le seul élément négatif, encore que, ça dépend de quel niveau, mais en tout cas c'est la limitation du chiffre d'affaires. C'est 72 000 € par an. Il y a une exemption de TVA, donc c'est quand même intéressant à considérer, et vous pouvez tout de suite être actif. C'est-à-dire que même en étant employé, vous pouvez avoir une activité de micro-entrepreneur. Donc ça c'est top, ça vous permet aussi de tester un peu le marché, votre appétence, etc. Très facile. J'ai testé aussi le portage salarial. Et l'intérêt du portage salarial, c'est que si jamais il y a une mission qui rentre et que vous avez quand même envie de cotiser, d'accord, pour la retraite, le chômage, les trucs et les machins, il est mignon ce petit chat depuis tout à l'heure, je le regarde, il me trouble un peu. Ouais, il veut être freelance, ouais. Chat freelance. Si vous voulez continuer à cotiser, évidemment, le système du portage salarial est très très intéressant parce que justement, ça vous permet de continuer à souscrire à tous vos droits. En revanche, ça coûte de l'argent. Donc si vous facturez un montant, la boîte va retirer les charges, ce qui est bien normal, c'est pour ça que vous passez par eux, et va prendre une commission, ce qui est bien normal, c'est une boîte. D'accord ? Sauf que quand vous regardez, si vous facturez 1000 et qu'après vous avez 400, ça pique. Et pour ceux qui considèrent que l'élément financier est un élément important, donc à une époque, pour tout vous dire, j'avais les deux. J'avais ça en même temps. Sur une mission, je facturais bien, c'était pour moi. Donc il y avait juste l'imposition à 25%. Et je passais aussi par le portage salarial. Donc j'avais 2 jours, 3 jours, ça marchait très bien comme ça. Dernière option, là c'est, en gros, c'est vous voulez un peu tester le truc, d'accord ? Vous voulez voir si c'est OK. Moi je vous conseille de penser à la SASU après. C'est-à-dire que vous voyez que ça commence à bien marcher, vous voyez qu'il y a du chiffre d'affaires qui peut rentrer, etc. Donc là, ça vaut la peine de structurer les choses. Sauf que, alors, parce que le chiffre d'affaires est sans limite, sauf que c'est coûteux, il vous faut un comptable
Et pour tout vous dire, la création de la SASU elle-même, soit vous l'externalisez, vous demandez à un comptable de le faire, soit vous passez par le guichet unique de l'INPI qui a été refondu au mois de janvier, c'est un enfer. Okay, je vous le dis, hein, c'est un enfer. Je suis encore sur une structure là, ça fait 3 mois, j'ai encore envoyé un email tout à l'heure sur une nouvelle SASU, c'est hyper compliqué. C'est censé être simple, ils appellent ça le guichet unique. Ça s'est complexifié à fond. Donc, ça vaut la peine de le faire, de rentrer dans la complexité administrative uniquement si vous savez que vous allez générer du chiffre d'affaires. Donc je vous dis, ne considérez pas la SASU tout de suite, ok ? Considérez plutôt la micro-entreprise et ou le portage salarial. Donc tout à l'heure je disais, ok, vous avez déterminé le type d'entreprise, quelles sont vos attentes et le type de mission que vous pouvez opérer. Donc après, c'est comment je crée mon offre. Okay, la première des choses, c'est trouver un nom pour sa structure. Franchement, on n'en a rien à faire. J'ai appelé la mienne SD Consulting, c'est pourri, d'accord ? On s'en fiche, puisque le seul moment où ça apparaît, c'est quand vous envoyez la facture et quand vous signez le contrat. Donc on s'en fiche en fait. En tant que freelance, c'est vous que vous vendez, donc pas le nom. Il n'y a pas de branding particulier. D'ailleurs, mon logo, je pense, il ne faut pas le regarder. Il a été vite fait sur Canva, je pense que ça m'a pris 5 minutes. Deuxième point, c'est démarrer avec une cible facile. Et la cible facile, c'est par exemple des boîtes avec lesquelles vous avez déjà travaillé. C'est peut-être un domaine dans lequel vous avez déjà eu une expérience. Et on en parlera un peu plus tard tout à l'heure. Sélectionner un prix. Sélectionner un prix, c'est pas facile. Quand on démarre, c'est compliqué. Il y a quelques petites astuces. Par exemple, allez voir sur Malte. Hein, c'est pas bête. Mais sur Malte, il y a des milliers de gens avec des milliers de tarifs différents. Donc, je pense que c'est pas la bonne technique pour le faire. Et puis surtout, il faut savoir à combien vous voulez facturer votre journée. Quelle est la valeur de votre temps. Okay, donc, il peut y avoir la volonté de casser le marché, de rentrer rapidement sur un contrat et donc de baisser le prix par rapport à ce que vous voyez en moyenne sur Malte. Ça peut être une stratégie. Vous pouvez vous dire, au contraire, moi je veux créer de la rareté et donc je me facture plus cher que ce que le voient les autres. Ou alors vous dites, Jean-Michel, ça sera 800 et Sylvie, ça sera 1200. C'est totalement aléatoire, mais sauf que Jean-Michel et Sylvie, peut-être qu'ils vont se parler à un moment. Donc je pense qu'il faut être hyper cohérent dans votre stratégie de prix. Et alors, il y a une question qui m'est souvent posée, c'est est-ce que tu fais des rabais ou des discounts sur ton TJM ? La réponse est non. Ne faites pas de rabais et de discounts sur le TJM. Jamais. Parce qu'en fait, c'est la proposition de valeur ici. Si vous dites mon TJM c'est 1000, mais pour toi t'es sympa, c'est 800, mais vous êtes en train de vendre un tapis, en fait. Vous n'êtes pas en train de vous vendre vos compétences, votre expérience, votre expertise, les années que vous avez prises pour développer tout ça, votre réseau. Donc non. Même si la mission fait 3 mois, 6 mois, 10 mois et que vous dites, ouais, mais quand même, ou que le client vient vous voir en disant, ou le prospect vient vous voir en disant, quand même, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Si vous dites oui, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire de vous ? Quelle image ça donne de vous ? Mathieu ? Je suis escroqueur. Voilà. Donc, 0, pas de concession. Donc, vous faites votre prix, et votre prix, vous n'en démordez pas. La première fois, moi, ils m'ont négocié mon tarif. J'ai dit oui. Je me suis dit, bon, c'est OK. Et après, j'ai compris qu'en fait, ils avaient l'ascendant psychologique aussi sur moi. Et ça, vous ne voulez pas l'avoir, vous êtes externe. Vous apportez de la valeur, et donc le prix que vous vendez, c'est ça. Pire, j'ai même testé, je vous le dis, j'ai même testé des prix psychologiques. Donc là, récemment, j'ai monté mon TJM de 200 € comme ça pour voir. Il y a des boîtes qui ne vont pas négocier, qui ne vont même pas chercher à négocier, qui vont prendre. Et il y a d'autres boîtes qui vont essayer de négocier et vous dites, ouais, mais c'est à prendre ou à laisser, en fait. C'est comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Généralement, quand vous dites ça, il dit OK. Parce que s'ils viennent voir un freelance, c'est qu'ils ont déjà essayé de recruter la personne et qu'ils n'ont pas trouvé la personne. Si ça fait 6 mois qu'ils cherchent un CPO, qu'ils n'ont pas trouvé ce CPO et qu'ils savent qu'en venant vous voir, vous êtes disponible le lendemain, ils n'ont pas intérêt à négocier. Donc vous avez le pouvoir. Vous ne baissez jamais votre TJM. Assurer la cohérence d'image, il faut être vous-même en fait. Voilà, moi, maintenant, vous l'avez compris, je suis un peu rentre-dedans. C'est ce qu'on vient chercher aussi. J'ai travaillé dans des grandes boîtes, mais quand on vient me chercher, c'est aussi parce que je vais dans mon offre. Il y a aussi le fait d'être direct, d'être transparent et de ne pas essayer d'endormir. Je ne suis pas dans une projection de carrière en fait. Là, un de mes clients aujourd'hui recherche un CPO.
La DRH m'a dit, Steph, ça serait vraiment bien. Si tu pouvais éventuellement considérer l'opportunité de. Je lui dis, ah là là, non, non, non. Non, moi, j'ai aucune vocation à être CPO dans ta boîte. Par contre, je vais t'aider à recruter la personne. Ça cale tout de suite les choses. Et alors, du coup, je fais passer les entretiens de CPO. Donc, en tant que CPO par intérim, je fais passer les entretiens avec cette personne, avec les différents candidats. Ça se passe très bien. Et c'est ce qu'ils sont venus chercher aussi. Donc, le dernier point ici, c'est ne pas avoir peur d'itérer. Vous connaissez peut-être Nina Ramen, dans un totalement autre domaine, qui expliquait dans un podcast avec Thibault Louis récemment qu'en fait, elle a testé son prix. Elle le fait grandir de plus en plus en fonction des retours qu'elle a. Donc, il n'y a pas que le prix là-dedans, vous l'avez compris. Mais n'hésitez pas aussi à faire bouger les choses. Et si vous faites bouger le prix, c'est toujours à la hausse. Okay, toujours à la hausse, jamais à la baisse. J'avais oublié de réviser ma slide avant. Je vous ai quasiment tout dit. Sauf que pour trouver le bon pricing, un élément qui est très important, c'est d'échanger avec d'autres freelances. Comme je vous le disais, sur Malte, il y a plein de gens. Vous avez vu, j'ai cherché CPO, il y en avait 26 qui sortaient. Le TJM de ces personnes-là, il va de 1000 à 1800 euros. Donc le mieux, c'est d'aller voir peut-être la personne ou les 2-3 personnes qui ont à peu près le même profil que vous pour voir comment ils se positionnent. Là, c'est pareil. Ça, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. C'est est-ce que vous voulez être dans le marché, sous le marché ou au premium? Là, c'est pareil, c'est un positionnement. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas sur Malte. C'est un choix. Et je suis plus cher que le marché. C'est un choix. Donc réfléchissez à comment voulez-vous positionner. Est-ce que vous voulez être en entrant? Est-ce que vous voulez être un soldat? Ou plutôt quelqu'un avec des barrettes? C'est à vous de décider ça. Et moi, ma réflexion, c'est je n'ai pas envie d'être mis en... Ça va faire prétentieux. Mais je n'ai pas envie d'être mis en concurrence avec d'autres personnes et plutôt d'être dans ma propre niche. Et ma propre niche, c'est je ne suis pas sur Malte et je coûte cher. Il y en a qui ne veulent pas et tant pis. Décider si la négociation est ouverte ou pas, je vous ai dit, hein, vous pouvez y réfléchir. Je pense qu'il ne faut pas le faire. Mais vous pouvez réfléchir, surtout si vous commencez. Je peux comprendre, c'est normal. Mais bon. Et dernier point, c'est tester vos tarifs en situation réelle. C'est-à-dire que vous pouvez considérer peut-être que, 800 c'est un bon TJM. Et puis vous vous rendez compte que la personne a dit oui tout de suite. Et vous me dites, ah mince, j'aurais peut-être pu demander 900 ou 1000. Quoi. Et à contrario, vous avez dit, une personne en tête qui m'a dit, je vais demander 2000. Ils ont l'air d'avoir beaucoup d'argent, je vais demander 2000. Bon, c'est pas passé. Bah oui. Pareil, apprentissage. Voilà, apprentissage. Et là, c'est pareil, hein, ne pas avoir peur d'itérer. C'est-à-dire que c'est pas définitif, en fait. Il faut apprendre. Et de toute façon, dans nos métiers produits, on est là pour ça. C'est-à-dire qu'on a des hypothèses, on les formule, on voit comment ça se passe et on apprend. Donc c'est la même chose sur le pricing. La première mission, c'est la plus dure, hein, forcément. Après, ça s'enchaîne. Mais du coup, la première mission, déjà, comment on fait pour la trouver? Moi, je vous dirais, c'est simple. Allez voir d'autres freelances. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils sont déjà passés par là. Ils ont des contacts, ils ont un réseau, ils ont peut-être même des missions qui leur arrivent, qu'ils ne peuvent pas honorer, parce qu'ils sont déjà pris. En fait, ça arrive souvent, d'où les collectifs. Peut-être des missions, de l'aide temporaire sur certains sujets. En tout cas, voilà, pensez à ça. Deuxième élément, alors ça, je l'ai beaucoup fait, parce que je me suis dit qu'en me positionnant comme étant l'aide, l'accompagnant des VC, ça pouvait débloquer, plutôt que d'aller chercher une boîte après une boîte et après une boîte, je vais voir un VC, il a dans son portefeuille 30 boîtes, et puis après il me place à gauche ou à droite. Et effectivement, ça marche très bien. Donc, petite astuce, on n'y pense pas forcément, mais ça marche bien. Évidemment, annoncer publiquement sa disponibilité sur LinkedIn. Donc ça se fait. Par contre, retirez, ne mettez pas le badge Open to Work, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous n'êtes pas Open to Work, en fait. Vous êtes des experts qui n'êtes pas en train de demander à travailler. En fait, vous avez une expertise qui a de la valeur, qui est valorisable, et vous n'êtes pas à genoux pour qu'on vienne vous chercher. En plus, vous êtes freelance. C'est pas la même chose. Ou vous serez freelance. C'est pas la même chose. C'est bien simple. J'ai fait l'erreur, moi. Je me suis mis Open to Work. Je me suis dit, avec mon profil de dingue, ils vont venir, les gens. Zéro. Rien. Que dalle.
Donc la solution n'est pas de se mettre en open to work, mais par contre de faire des posts en disant voilà, à partir de telle date, je suis disponible, voilà comment je peux vous aider, mon offre, le pricing non, évidemment, mais voilà précisément ce que je peux apporter. Et ça marche, et vous en voyez de plus en plus sans doute. Contacter proactivement ses anciens collègues, alors ça c'est presque le... Vous avez vu, hein, je le fais comme ça, en diagonale, pour que ce soit joli, mais en vérité c'est le premier point ça. C'est le premier point. C'est-à-dire que bah oui, les anciens collègues, c'est votre réseau, surtout si vous avez bien aimé travailler avec eux, ils vont être référence pour vous, ils vont vous dire bah tiens, j'ai entendu dans telle boîte, etc. C'est super évident, c'est basique, hein, je vous apprends rien, mais il faut le faire en fait. Moi je m'étais même fait un Trello, gros fan de Trello, je m'étais fait un Trello pour lister tous mes anciens collègues, ceux avec lesquels j'avais bien aimé travailler, et puis après mon petit CRM, c'est parti, on demande. Ça c'était au début. Pour ceux qui veulent s'inscrire sur les plateformes comme Malte et se faire présenter à des agences product. Alors ça c'est intéressant parce que il y a justement du fait des profils pénuriques, il y a des agences qui vont travailler avec des freelances et qui ont besoin d'avoir comme ça, on en connaît, qui ont besoin d'avoir de l'aide sur des missions, sur des projets, sur des participations, voire même de les aider à retravailler certains sujets. Donc c'est totalement sous-coté, mais faites-le. Il y a des opportunités qui arrivent. Bon alors après, c'est bien, mais comment on se fait connaître? Parce que vous avez fait tout le boulot de préparation, et vous avez trouvé peut-être votre première mission, mais il faut que ça soit récurrent. En fait, le principe même du freelance, c'est que moi je vous déconseille de travailler 5 jours par semaine, très clairement. Ne le faites pas. Il faut que vous gardiez un jour minimum de prospection, un jour de disponibilité pour créer des opportunités, pour répondre à des appels d'offres, pour ci, pour ça. Donc, pourquoi? Parce que tout ça là, ça prend du temps. Et si vous voulez avoir un flux continu d'opportunités et de missions, il faut pouvoir donner ce temps-là. Je discutais avec avec Arnaud qui a monté Refer, encore tout à l'heure, là, sur le premier cercle. Le premier cercle, ce n'est pas uniquement les anciens collègues, ce sont vos proches, vos amis, les gens avec lesquels vous avez une connexion très forte. Il faut les soigner, ces gens-là. Je parle évidemment du point de vue personnel, mais ça on le met ici, d'accord? Évidemment, les gens proches, il faut les soigner. Mais du point de vue professionnel, il y a des gens que vous appréciez, qui vous apprécient aussi. Passez du temps, donnez-leur de la qualité. Parce que ce premier cercle, le niveau de qualité que vous allez avoir avec ce premier cercle va se répercuter sur le deuxième cercle. Et parfois, s'il n'y a pas d'opportunité sur le premier, il y en a sur le deuxième. Et parfois, si ce n'est pas le deuxième, c'est le troisième. Donc, vraiment, le premier cercle, c'est important. Donner de la valeur à chaque instant. Alors ça, c'est pas toujours facile. Et notamment sur les réseaux sociaux, on peut avoir tendance à vouloir faire du reach pour faire du reach. Et en se disant, je vais avoir de la visibilité, et puis après, je vais monétiser ce truc-là. J'étais à une conférence LinkedIn juste avant, aujourd'hui. J'ai passé ma journée à parler avec des influenceurs LinkedIn. Et 90% des influenceurs LinkedIn disent ça. Ils disent, tu fais du volume, et ils t'expliquent le playbook, comment faire pour avoir de la visibilité avec des templates, etc. Et puis ils disent, de toute façon, à la fin, tu auras quand même ton petit groupe de personnes qui sont prêtes à faire du business avec toi. Je ne suis pas d'accord du tout. Pas du tout. C'est-à-dire qu'au contraire, si vous prenez l'habitude d'apporter de la valeur constamment, en fait, vous êtes top of mind en termes qualitatifs. Vous n'êtes pas, oui, j'ai entendu parler ou je l'ai vu, si c'est pour parler de l'URSSAF, par exemple, si c'est pour parler, en plus c'était un exemple de tout à l'heure, d'ailleurs, c'est Thomas Rivol qui a fait un post sur l'URSSAF à 265 000 vues, donc il était super content. Mais qu'est-ce que ça génère comme business, ça? Rien. Sauf qu'il dit, mais dans mon funnel, c'est la première étape, après une deuxième, une troisième. Donc moi, j'ai pas envie de faire du volume juste pour du volume, plutôt essayer d'apporter de la valeur régulièrement. Parce que cette valeur, après, vous allez la retrouver, elle va revenir vers vous. Cultiver sa marque personnelle. Ça nécessite un petit peu d'introspection, en fait. Voire aller demander à votre premier cercle, ok, quand tu penses à moi, quels sont les adjectifs qui viennent en tête? J'ai fait l'exercice avec mes potes, ils m'ont dit, mais t'es dingue, ça sert à quoi? Et c'est intéressant parce que les adjectifs qui vont arriver, ou en tout cas les dénominateurs communs, ne seront pas ceux auxquels vous aurez pensé. Donc soit vous dites, ok, il faut que je rectifie un petit peu ma marque personnelle, soit il faut que je sois en plein dedans, et du coup que je sois complètement cohérent et en plein milieu. Et après, si vous êtes quelqu'un d'ultra policé, d'ultra politique, c'est ok. Dans ce cas-là, il faut aussi que ça transparaisse. Il faut que les gens le voient et le comprennent. Si vous êtes quelqu'un de plutôt cash, de plutôt direct,
bah, il faut que ça se voit aussi. En fait. Et vraiment, mon conseil en étant pour freelance, quand vous êtes freelance, c'est de ne pas essayer d'être dans un moule, dans un modèle. Il faut voir vraiment que vous incarniez qui vous êtes. Je pense que c'est impossible, en fait, sur la durée, de pouvoir faire du business si vous êtes en décalage par rapport à vous-même. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il y avait la quête de sens, qui était le dernier point, enfin le sens, hein, qui était le dernier point tout à l'heure dans le why. Et d'ailleurs, ça rejoint beaucoup le être soi authentique qui est ici. Et générer la réciprocité, pardon, c'est tout à l'heure je vous disais il faut travailler 4 jours par semaine. Typiquement, il y a un truc que je fais que je vous conseille fortement, c'est de prendre du temps libre, de garder du temps libre pour échanger avec les uns et avec les autres, sans que ça vous demandiez quoi que ce soit. Vous générez de la sérendipité. Vous êtes là pour aider. Vous savez pas ce qui va se passer. À l'époque, quand Maxime Commandé lançait sa première offre sur Avisio, j'avais mis, je connaissais pas Avisio, donc je lui avais dit bah tiens, là je te donne 30 minutes si tu veux, tu peux me parler. Et en fait, il a voulu avoir mon feedback. Et je lui ai donné le feedback et je sais pas ce qu'il en a fait, mais peu importe. Mais par contre, j'étais au courant qu'il y avait ça. Ce qui m'a permis de rentrer finalement parmi les personnes référentes chez Avisio comme manager produit potentiel. Donc, donnez du temps. Et même le truc qui a été un peu spoilé, qui va être annoncé demain, ça vient d'où? Ça vient d'un café avec un gars avec lequel j'avais discuté sur LinkedIn. On s'est vu, pas loin de chez moi, on a discuté, et puis on s'est dit, ouais, il y a quand même un truc, tout ça. Bon, bah, 5-6 semaines plus tard, on lance quelque chose demain. Donc, il ne faut pas qu'il y ait toujours une relation commerciale, en fait. Vous pouvez aider quelqu'un, et puis quelqu'un va vous revenir. Alors, comment se faire connaître? Eh ben, évidemment, le premier point, vous l'avez lu, hein, c'est ce que vous faites ici. C'est assister à des événements, c'est networker, c'est soit organiser, c'est un gros boulot, soit être dans l'audience, soit sortir de votre zone de confort et aller chercher la possibilité de parler en public. Je pense que c'est essentiel, parce que vous voulez devenir une espèce de figure d'autorité. Alors tout le monde n'est pas prêt à faire ça, j'entends, c'est pas bon pour tout le monde. Mais si on vous connaît et qu'on vous reconnaît, ça peut être intéressant. Et puis, au pire, vous pouvez être dans l'organisation, c'est OK. Ça va vous donner accès à un certain nombre de personnes et d'opportunités. Identifier les influenceurs et échanger avec eux en ligne, c'est aussi bête que laisser un com, lâchez vos coms, d'envoyer un petit DM, en tout cas de créer une relation. Pareil, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Troisième point, créer du contenu original en donnant son avis. Alors là, pour le coup, le playbook LinkedIn que je me suis mangé toute la journée, c'était vraiment ça. C'était pas d'eau tiède, en fait. Voilà, vous êtes pour, contre, vous proposez des choses, vous avez des analyses, enfin, il faut que ce soit vous. Et je pense que créer du contenu original, c'est évidemment sur LinkedIn, parce que tout le monde est sur LinkedIn. D'ailleurs, qui n'est pas sur LinkedIn ici? Voilà. Qui publie sur LinkedIn une fois par semaine, minimum? Plusieurs fois par semaine, minimum? Une fois par mois? Ouais. Ok. Après, il y a assister régulièrement à des meet-up et contribuer dans les communautés. Alors, tu parlais de French Produit. C'est une communauté super intéressante parce que vous pouvez vous cacher, entre guillemets, derrière votre ordinateur et pour autant avoir des relations professionnelles avec des gens. Donc, contribuer, les gens qui contribuent aussi sont top of mind. Donc, pour résumer, choisir le bon statut, évidemment. Donc, vous l'aurez compris, pour démarrer, c'est plutôt entreprise individuelle et portage salarial, et où d'ailleurs, et après SASU. Définir son offre et le prix associé, super essentiel. Donc là, ça nécessite un petit peu de travail, hein, cette partie-là. Autant la première partie, elle est simple, autant celle-ci, ça nécessite un peu plus de travail. Et se faire connaître de façon unique. Donc vous avez toutes les astuces. D'ailleurs, on partagera la presse. Hein. Ok, on partagera la presse. Si tu m'avais dit non, on était mal. Troisième point, comment rester formé, comment être au fait de l'actualité, parce que sinon vous ne pourrez pas faire décoller la fusée. Oh, l'analogie de dingue. Donc là, je vous ai donné quelques petits éléments. Alors d'abord, pourquoi? Parce qu'on se pose toujours la question. Bah déjà, quand vous arrivez dans une boîte, vous êtes censé être au top. C'est-à-dire quelqu'un va vous payer, ou une boîte va vous payer, cher généralement, pour que vous apportiez tout de suite quelque chose. Donc, comme vous êtes seul et que vous êtes censé être au top, bah, il faut se former continuellement. C'est encore plus vrai en étant freelance qu'en étant collaborateur ou employé. Deuxièmement, vous apportez à vos clients un apport immédiat.
Ah oui, vous vendez. Je me disais, tiens, ça fait 2 fois apport dans la même phrase, c'est bizarre. Donc, vous vendez à votre client un apport immédiat de valeur perçue. Donc, alors, vous pouvez aussi dire, et d'ailleurs j'y reviendrai tout à l'heure, vous pouvez aussi dire la valeur se trouve dans les bouquins, dans les citations, les blogs, etc. C'est vrai, sauf que c'est pas ça qu'on attend de vous. Donc, il faut que tout de suite vous puissiez être efficace sur des choses. 3e point, la technologie débloque de nouveaux usages. Alors, il y a une énorme hype autour de AI, justifiée selon moi. Il y a eu la même hype autour de low-code, no-code, justifiée selon moi. Donc, ce sont des outils, des technos qu'il faut appréhender. Je discutais tout à l'heure avec un gars qui n'avait même pas essayé de ChatGPT. Oh, la honte. Non, blague à part, c'est OK. Bon, s'il était product manager, il passait même pas le premier niveau d'entretien. Je veux dire, quand on est PM, la première des qualités, c'est la curiosité. Donc, si on ne teste pas ces nouveaux outils pour voir à minima ce qu'on peut en faire soi-même, c'est mort. Donc, voilà, il faut tester ces outils, se les approprier, voir comment on peut les intégrer dans son process, et peut-être même que ça va vous débloquer aussi sur des missions, sur des compétences nouvelles, ça va vous accélérer sur certaines choses, peut-être même que ça va vous permettre de faire plus rapidement votre page, plus rapidement d'écrire, faire du copywriting, etc., etc. En tout cas, franchement, vous ne pouvez pas passer à côté de tester les nouveaux outils. Pourquoi aussi? Parce que le métier est jeune, hein, c'est en évolution constante, le product management, c'est tout récent, surtout dans son acception récente. Le product management, avant, c'était chef de produit et généralement, c'était le copain du chef de projet. Et il faisait du marketing essentiellement. Donc, c'est plus le cas aujourd'hui, et heureusement. Pardon, je me suis un peu trop emballé. Mais dans certaines boîtes, c'est toujours le cas, en tout cas. Dans nos boîtes tech, ce n'est plus le cas, et heureusement, voilà, là, on peut le dire. Donc, comme ça évolue constamment, c'est important de rester au fait. Parce que vous avez peut-être loupé des trucs sur des frameworks, des idées, etc. En ce moment, depuis quelques jours, là, il y a la notion, l'idée que peut-être l'agilité, ça ne servait plus à rien. Donc regardez pour être en capacité. Et puis que safe, c'est totalement naze. Je suis d'accord. Donc voilà, il faut continuer à être là-dedans pour ne pas louper en fait, ce qui va se passer. Et quand on ne se forme pas, on régresse. En fait, ça, j'ai appris ça aux US, c'est always be learning. Si vous n'apprenez pas, en fait, vous devenez mauvais. Donc, quand on est freelance, en plus, on a la possibilité de choisir ses missions ou d'aller dans différentes industries. Donc, c'est aussi une opportunité d'apprendre des choses et de se former en parallèle. Et d'ailleurs, juste avant que tu passes sur la slide d'après, on a presque fini, on est bien. Moi, c'est une des choses qui m'excite le plus dans le métier, c'est de se confronter à des problématiques différentes, nouvelles, et d'apprendre des choses en même temps qu'on va donner. Donc réfléchissez aussi à ça. Si pour vous c'est important de pouvoir être dans une espèce d'échange de tu me donnes des sous, je t'aide, mais en même temps j'apprends, qui me permet de progresser comme personne et comme professionnel. Sur quoi? Évidemment les outils, les automatisations, sur des nouvelles approches méthodologiques. Alors depuis que Rémi a sorti Discovery Discipline, je peux vous dire que dans chacune des missions que je fais, on me parle de Discovery Discipline. Mais il y a des gens qui n'avaient jamais fait de produit ou de discovery avant, et qui me disent « Ah, nous, on est discovery discipline à mort. » Les gens, ils ne savaient pas ce que c'était la discovery avant de lire le livre. Voire, ils n'ont pas lu d'autres livres. Bon, ok, pas de problème. Mais c'est peut-être bien de le lire, ce livre, en fait. En tout cas, si vous êtes freelance, on va vous en parler, donc c'est bien de le savoir. Et il y a un de mes clients qui a acheté Inspired, de Marty Kagan, et qu'il a filé à toute son équipe. Tout le monde a mangé Inspired, et ils en ont marre de Inspired. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que je leur donne une liste de bouquins pour aller vous éduquer, lisez ce que vous voulez, mais il n'y a pas que Inspired de Marty Kagan. Se former sur vos points de faiblesse. Alors, ça peut être intéressant si vous souhaitez devenir un peu plus généraliste. Là, c'est vous, hein, c'est individuellement. Vous savez si vous êtes bon en design, data, etc., si vous avez envie de compenser, ou si au contraire, vous préférez dire moi, je suis bon en design. Donc, je vais me focaliser sur le design et je vais faire surtout du design. Ça peut être une chose. Et puis, les avancées proposées par les experts produits. Voilà, Discovery Discipline, c'est un exemple. Mais il y a plein de gens, et notamment sur LinkedIn, qui proposent des choses super intéressantes. Vous avez sans doute vu ce que faisait Pavel Urin là, depuis des semaines et des mois. Ce mec est incroyable. Donc, je vous invite vraiment à le suivre, parce qu'il apporte de la valeur à chaque poste. C'est insupportable. On ne peut pas tout lire, de toute façon. Donc on va continuer. Donc comment on se forme ? Je vous ai mis une liste non exhaustive et en triant un peu. Donc vous tout seul,
ou avec des gens. C'est comme ça que j'ai réparti les choses. Donc vous tout seul, livre, podcast, agrégateur. Mon Feedly, il y a trop de trucs, j'ai même plus le temps de le lire. Les newsletters, les interactions, etc. Et puis après, il y a les interactions avec les autres personnes. Parce que justement, la discussion, l'échange, c'est ça qui va aussi vous nourrir. Donc remarquez qu'ici, il y a des trucs ici intéressants. Là. Voilà, on peut apprendre aussi dans les collectifs. Et puis les communautés. On va un petit peu accélérer, parce qu'il y a quelques slides. Voilà. Et alors, j'ai fait un sondage il y a quelques semaines, 2 semaines je crois, où j'ai demandé à ma communauté, est-ce que vous achetez des formations en ligne? Comme ça, tout le samedi, je fais un sondage. C'est le samedi sondage. Et là, en 24 heures, j'ai eu 126 personnes dont 90% sont des products, hein, parce que je regardais précisément qui avait voté. Et 58% achètent des formations en ligne. Intéressant. Est-ce qu'on voit pourquoi j'ai voté? Non, on ne voit pas. Je l'ai retiré avant de prendre le screenshot. Mais 58% achètent des formations en ligne, et c'est intéressant parce que, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, et donc je vais creuser après, pour d'autres sondages, quel type de formation, en fait, on achète en ligne. Est-ce que, parmi vous, il y a des gens qui ont déjà acheté des formations en ligne? Ouais. Je dirais 2/5 à peu près. Ok. Et sur quoi? Sur quel domaine? Moi, c'était dernièrement, c'était sur Python. D'accord. Et tout ce qui est infra. Et tu as fait cette formation parce que c'était pour compenser une zone de faiblesse? Oui. D'accord. Je ne suis pas technique. D'accord. Je suis diplômé ingénieur matériaux. Ouais. Donc j'ai eu une expérience en tant que PE. Et du coup, en épluchant toutes les offres, je me suis rendu compte qu'on me demandait essentiellement des activités de contrôle. D'accord. Super intéressant, merci. Est-ce qu'il y a un autre exemple de formation là, récente? L'analytics, Forex Analytics, conseillé par Pavel Yury. Ouais. Oui, merci. UX. Voilà, donc ça c'est intéressant, 3 personnes, 3 domaines différents. Quelques ressources livres, alors ça c'est ma bibliothèque. Je me suis pas embêté, je les ai rangés. Voilà, j'aurais dû le faire par couleur, mais j'ai essayé de le faire que ça descende, que ce soit un peu joli. Si vous voulez des références de livres bien, il y a ça. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais savoir si on partageait. Donc il y a quelques livres bien. Je crois que j'ai pas mis de trucs un peu. Non, il y a. T'as pas la série des Marty Kagan? Non, je les ai pas tous, non. Non, je les ai pas tous. Mais on n'est pas obligé de lire que du Marty Kagan. On peut lire, il y a plein d'autres trucs. Et puis il y a d'autres bouquins qui sont beaucoup moins produits ou beaucoup moins tech que j'ai mis ailleurs. Mais bon, en tout cas, ceux-là, ils sont bien. On parlait de Pavel tout à l'heure. Et donc, moi, je lui dis, c'est super les livres, hein. C'est super. Mais la pratique, c'est quand même vachement mieux. Et je vous dis ça parce qu'actuellement, chez un de mes clients, il ne jure que par une approche. Voilà, donc, il n'a jamais fait de produit, mais lui, c'est ce truc-là. C'est ça. Parce qu'il a lu le bouquin. Et donc, je lui dis, bah ouais, mais enfin, c'est bien parce qu'il y a une différence entre ce qu'on voit dans les bouquins et la réalité. Les bouquins, c'est toujours une version super idéalisée. Mais dans la vraie vie, c'est jamais aussi simple en fait. Et donc, il dit oui, mais en même temps, c'est bien quand même d'avoir la théorie pour en faire la pratique. Il dit oui, c'est vrai, mais en fait, il ne faut pas considérer ça comme des dogmes, ce sont des outils. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en lire qu'un en fait. Si vous voulez lire des livres, lisez-en plein, quoi. Voilà. Super. Alors ça, c'est un super conseil. Lisez des livres. Mangez des pommes. Et alors après, je vous ai mis quelques ressources de personnes que moi j'adore, que je suis. Mais que vous suivez sans doute déjà, d'accord? Enfin, il n'y a pas de surprise ici. Pas de surprise ici. Voilà. Donc la formation continue est indispensable. Ce qui est intéressant, c'est de se former soit en solo et de façon alternative avec un accompagnement. Donc ne pas tout seul dans votre coin en fait, et pas tout le temps en groupe. Et puis les livres sont des outils, mais la pratique c'est ce qui fait tout. Donc n'hésitez pas à faire les deux, à vous inspirer de ce que vous lisez, mais aussi à tester, à voir dans la réalité. Et moi, je considère qu'en fait, tout ça, les bouquins, les méthodes, les outils, les frameworks, en fait, ce sont des outils dans votre caisse à outils. Et vous devez savoir lequel vous prenez à n'importe quel moment. Vous pouvez tout à fait prendre un tournevis pour planter un clou, il n'y a pas de problème, ce sera plus difficile, mais vous pouvez le faire. D'accord ? Le marteau, par contre, pour visser, c'est plus compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, les outils, ce sont des outils, tout ça. D'accord ? Donc, sachez à quel moment utiliser quoi. Donc, en conclusion, vous savez maintenant pourquoi c'est le meilleur moment pour devenir freelance. Le marché est prêt. Il y a un besoin pénurique.
il y a des aspirations individuelles qui sont plus grandes que jamais. Vous savez à peu près comment faire, normalement, j'espère. Vous savez comment vous former en continu. Donc normalement, les objectifs sont atteints. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci. Du coup, j'avais une question. Je me suis toujours dit que dans le métier du produit, les missions freelance seraient plutôt pas forcément intéressantes ou les choses que personne ne veut faire ou pour lesquelles on ne veut pas recruter. Du coup, là-dessus, est-ce que c'est vrai ou pas? Non. Non, ce n'est pas vrai. Comme je le disais, en fait, on a un moment dans l'histoire où il y a de plus en plus de boîtes qui comprennent ce que c'est que le produit. Il n'y a pas suffisamment de personnes pour être employés et il y a de plus en plus de personnes qui veulent devenir freelance. Donc en fait, les missions varient vraiment d'une boîte à l'autre et c'est pas toujours, voire c'est même rarement des missions peu intéressantes. Tu m'avais demandé de donner des exemples, donc j'ai un exemple. Dans une boîte qui était dans un incubateur, donc qui démarrait vraiment, qui avait pas mal de sous mais qui démarrait vraiment. Je suis arrivé en tant que CPO. En réalité, je me suis retrouvé à faire First PM et je lui ai dit mais ça va pas être possible en fait, c'est pas ce pourquoi. Et donc elle a pris un PM dans une agence pour faire le job et le PM était super content et ça remplissait. Donc non, il n'y a pas des missions de bouse ou que les gens ne veulent pas faire. Ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, c'est aussi à toi de voir ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Tu vois, quand je parlais tout à l'heure de cohérence, d'alignement, c'est ce que tu veux faire, ce que tu ne veux pas faire, et après, ne pas transiger. En fait. J'ai arrêté de faire des compromis. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai une question, c'est comment en fait, tu arrives à apporter de la valeur pour les boîtes? Dans le sens où tu ne connais pas le contexte du tout du marché, de la boîte, tu n'as pas cette connaissance-là, tu te vends sûrement très cher. Ouais, trop. Donc comment, pas forcément, pas assez, mais comment tu arrives à direct, parce que j'imagine que c'est des missions courtes, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais comment tu arrives à apporter vraiment de la valeur en fait, aux boîtes? Ouais. Alors, certaines missions sont très courtes, effectivement. Mission commando, j'ai fait une mission en janvier de 5 jours. 5 jours. Et sinon, ça peut être sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, le spectre est large. Comment j'arrive à apporter de la valeur? En fait, ça dépend déjà du brief initial. C'est-à-dire que, est-ce que le brief initial consiste à créer une fonction produit et introduire une culture produit? Auquel cas, je sais faire. Est-ce que c'est écrire des user stories? C'est plus compliqué, mais pourquoi s'adresser à moi dans ce cas-là? Tu vois, il y a des gens qui vont faire ça très bien, et qui font ça depuis des années. Moi, ça fait un petit moment que je n'écris plus directement des user stories. Enfin, voilà. Donc la valeur, elle est plutôt non pas sur la connaissance spécifique du business de la boîte, mais sur ce qu'il y a autour. Là, j'ai commencé la semaine dernière une mission pour une boîte. Oui, ça fait beaucoup. J'en ai 3 en même temps, là. Une mission pour une boîte où, en fait, en 2 jours, 3 jours, je dois comprendre leur marché, ce qu'ils ont fait depuis 6 ans, et arriver dans les 4 semaines qui viennent à leur proposer une stratégie. Donc là, c'est chaud, je t'avoue. C'est un peu chaud. Mais après, c'est une discovery traditionnelle. Donc des échanges avec des clients, avec des collaborateurs, avec des parties prenantes pour essayer de faire une conviction et après la redonner. Toi, sur ton exemple, ça, c'est un truc clé de la boîte. Oui. Comment faire confiance à quelqu'un d'extérieur, en fait? C'est ça que... Alors, déjà, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Premier élément, c'est que je ne fais pas de prospection. Donc c'est eux qui viennent me voir, et ils viennent me voir par rapport justement au branding que j'ai construit et à l'image que je donne aussi, la valeur que j'essaie de donner à chaque fois. Donc il y a une confiance par défaut, d'accord ? Deuxième chose, c'est que justement en étant super aligné avec mon persona, qui est d'être transparent et honnête, ça m'est déjà arrivé de refuser des missions. Et de le dire, je suis désolé, mais là je me sens pas le mieux équipé, et de renvoyer plutôt vers quelqu'un d'autre, d'où le collectif. Et puis après, je pense on peut aussi mettre en place un système de temps où on se teste, d'accord ? Sur 1 semaine, 2 semaines, et puis on voit ce que ça donne. S'il n'y a pas de confiance, moi j'ai un problème, c'est que je donne ma confiance par défaut. Ça m'a porté préjudice par le passé, beaucoup. Ça va, en France c'est plus compliqué. En France, ça m'a porté préjudice.
Aux US, c'est très bien. Ici c'est compliqué. Alors qu'en France, la confiance se construit petit à petit. Donc on fait une espèce de petite période d'essai entre guillemets pour que la personne voit ce que je peux lui délivrer. Et après, il y a la technique, le quatrième point qui est under promise, over deliver. Donc si tu sais que tu peux faire un truc, si tu sais que tu vas faire un truc en 3 jours, dis-leur que tu vas le faire en 5. Et tu le fais en 3 jours. Une petite astuce, mais tu génères la satisfaction. C'est la fameuse méthode Zappos, que vous connaissez peut-être. En fait, il vous disait qu'il vous livrait les chaussures en 4 jours et 2 jours plus tard, vous les aviez chez vous. Waouh, trop cool. Mais il savait qu'il pouvait livrer en 2 jours. Donc, je fais pareil. Si je sais que, par expérience, qu'un truc peut être fait en moins de temps que ce que je dis, c'est très bien. Donc, ça améliore la confiance. Mais je te dis, donc c'est pour ça que je ne me positionne pas vraiment sur la connaissance de leur business, de l'industrie, etc. Pire, je recherche des industries que je ne connais pas. Donc, c'est vraiment sur me faire confiance en tant que personne pour délivrer de la valeur. Et après, le bouche à oreille, il fait ce qu'il fait, quoi. Ouais, donc il n'y a pas de réponse très très simple à ta question. C'est plutôt complexe. Salut. Salut. Alors moi j'étais PM avant. Ouais. Je suis devenu développeur no-code. Ouais. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Ouais. Je pense que je vais revenir au produit plus tard. Et je me pose la question de savoir si j'ai envie de faire de la communication sur LinkedIn pour développer ma présence. Mm-hmm. Et je me demande si ça vaut le coup de commencer déjà en tant que no-codeur pour me faire voir, sachant que je vais certainement twister et revenir à du produit. Est-ce que ça risque pas de créer une sorte d'inertie par la suite, vu que je vais changer de ce que je présente en fait et de quelle est la valeur que j'apporte. Mm-hmm. Tu connais Shubham Sharma ? Ouais. Il fait quoi lui ? Je le vois faire du no-code. Ouais. Mais franchement, c'est quoi sa formation ? Je ne connais pas assez. Produit. Il fait du produit à la base. Ouais. Donc en fait, il s'est positionné. Il a trouvé tous les outils no-code comme étant super intéressants. Il s'est positionné sur le no-code. Il a fait du produit chez Conto, je crois, là-dessus. Donc il faisait des POC, etc. chez Conto. Et après, il a vu que son business, ça marchait bien, donc il est parti. Maintenant, il est indépendant, il a son propre business. En fait, le truc principal, c'est pas tellement de... Enfin, pardon, je vais le faire en positif plutôt. Le truc principal, c'est de trouver ce qui, toi, t'aligne. Toi, justement, ta compétence particulière, c'est peut-être c'est d'avoir fait du PM et le code. Tu te rappelles les 3 cercles que j'ai fait là ? Au point central, il y a ça pour toi. Donc est-ce que tu as envie de séparer les effluves, pour la référence Ghostbusters, ou pas ? Ou au contraire, tu te dis, c'est ça qui fait ma spécificité, mon unicité. Donc moi, je te conseille plutôt de commencer dès que possible, de créer ton personal branding sur ce que tu peux apporter, la valeur, peu importe. Et si tu dois faire un switch, les gens qui ont vu que tu as apporté de la valeur vont considérer que tu vas encore apporter de la valeur en étant PM/freelance. N'attends pas. Ok, merci. En fait, c'était un peu la même question de demander comment... Tu fais du no-code ? Comment ? Non, c'est pas du no-code, mais justement, je me demandais comment avoir une proposition de valeur claire sans se fermer de porte ou s'enfermer dans une case, en fait. J'ai un peu de mal à comprendre ta question parce que justement, si ta proposition de valeur est claire, c'est que forcément tu te fermes des cases, des portes. Du coup, je vais parler un peu de moi, mais par exemple, je serais tenté de me présenter sous l'angle data. Ouais. Mais si je me présente sous l'angle data et que je vois peut-être un autre produit, une autre offre, une autre possibilité qui est pas si proche de la data, en m'étant présenté avec l'angle data, je me ferme pas cette porte-là, quoi. Mais est-ce que c'est négatif si tu te fermes la porte ? Je vais le dire différemment. Est-ce que tu peux apporter autant de valeur sur un sujet qui n'est pas data que sur un sujet data ? Alors peut-être pas dans la valeur que je peux apporter, mais dans ce que j'ai envie de faire. Ça serait un autre... D'accord, donc tu as envie de switcher un petit peu aussi. Je pourrais, c'est justement ce problème que j'ai du mal à résoudre, où est-ce que je me présente en me disant, voilà, c'est là que j'apporte le plus de valeur, ou est-ce que je me présente en disant, en cherchant ce que j'ai envie de faire ou ce qui me tenterait plus, quoi. Tu connais l'ikigai ? Qui, pardon ? Ikigai. C'est un concept japonais de sens de la vie. Je pense qu'il y a un truc là-dedans. Ouais. Pardon pour la voix. C'est parfait pour ceux qui nous regardent. On est dans un contexte de crise multiple qui nous menace, bancaire,
tech qui fait des layoffs, beaucoup de layoffs aux États-Unis, géopolitique, etc. Est-ce que toi, ton point de vue, c'est pour se lancer en freelance, c'est plutôt un risque ou une opportunité? C'est une super opportunité. C'est une super opportunité parce que justement, en fait, il y a beaucoup de boîtes qui ont recruté énormément il y a un an et demi, qui, pour ces raisons-là, ont dû demander à des personnes de partir, mais les besoins restent quand même assez existants. Donc elles n'ont plus la capacité financière de porter en full-time, en CDI, des personnes qu'elles ont recrutées. Mais comme les projets ont avancé, les produits ont évolué et il y a eu des usages, il y a toujours besoin d'avoir des gens pour faire tourner la machine et pour améliorer de ça. Donc effectivement, les 300 000 layoffs dans la tech aux US, sauf qu'ils avaient recruté 2 millions de personnes sur les 2 dernières années. On a tendance à un peu oublier ça quand même. En France, il y a quelques boîtes qui ont fait des licenciements. Mais je pense que du coup, ça permet aussi à certaines personnes de se poser la question de est-ce que je veux reprendre un CDI ou est-ce que je veux me mettre à mon compte. Donc non, les opportunités, elles sont clairement là. Le marché reste pénurique parce que la demande augmente. Il y a de plus en plus de boîtes qui s'éduquent aux problématiques produits, même si pour certaines, c'est du project management 2.0. Mais en tout cas, les besoins restent. Donc c'est super intéressant d'y aller. Vraiment. Je suis à 200% convaincu de ce que je te raconte. C'est pas tant une question, mais pardon, également pour l'avocat C, mais plus un complément. Il y a eu beaucoup de layoffs, on en a parlé. Finalement, assez peu sur la partie produit. Les équipes marketing ont été beaucoup impactées, les équipes CSM. Finalement, toutes les boîtes qui avaient peu de business model, elles s'étaient un petit peu enflammées sur certains postes, à faire du brand, du growth, du content, etc. Les boîtes, si aujourd'hui elles sont en difficulté et qu'elles veulent se préparer à leur survie, être prêts dans 1 an, dans 2 ans, quand ça va repartir, le product, la strat, elles en ont besoin. Donc en fait, ou comme du dev. Aujourd'hui, je pense que des boîtes, elles ne vont pas virer des devs parce que c'est tellement galère à recruter. Donc produit et dev, je ne pense pas que ce soit des métiers sur lesquels il y ait aujourd'hui des risques. Si vous êtes dans le marketing et que vous faites du content, en plus avec du ChatGPT qui arrive, c'est un peu plus galère, mais... C'était hyper tabou, hein. LinkedIn Day, ChatGPT, c'était hyper tabou. Personne n'en parlait. Avec la quantité de ghostwriters voilà. qui ont peur. Mais en tout cas, voilà, sur le product, il y a aussi des enjeux. Certaines boîtes, elles se disent, OK, c'est très difficile, c'est une réalité aujourd'hui. Financièrement, on doit faire attention. Par contre, si on veut que la boîte survive, il nous faut un produit, il nous faut une strat. Et donc, il faut continuer à bosser parce que ça va repartir. Oui. Les fonds d'investissement disent ça à leur boîte. Hein. Focalisez-vous sur le produit. En période de crise, c'est toujours ça. Focalisez-vous sur le produit. Améliorez-le de façon continue. De toute façon, on sait que commercialement, ça va moins bien marcher. Donc vous réduisez. Par contre, boulot. Quoi. Bonjour. Bonjour. Petite question par rapport aux missions qui arrivent en fait sur le marché. Est-ce que tu penses qu'il y a des périodes où on a des missions qui sont intéressantes, donc une période, un pic de mission, et d'autres périodes où c'est un peu plus période creuse? Alors, il y a plusieurs façons de répondre à ta question. La première façon, c'est la période calendaire. Bon. Oui, vers la fin de l'année, quand les budgets sont terminés, il y a moins de missions. Oui, c'est vrai. Et après, il y a la période, il y a la période versus géopolitique. Oui, aujourd'hui, c'est plus facile de trouver des missions qu'il y a 2 ans. Okay. Donc le mélange des deux fait que mon conseil, c'est de toujours avoir un projet à côté, personnel. Parce que si jamais, il y a un moment, tu te retrouves, et je te regarde Gaël, si jamais à un moment, tu te retrouves sans avoir d'activité, on ne peut pas rester à ne rien faire, en fait. Et surtout dans notre métier. Enfin, on a besoin de toujours réfléchir, d'être stimulé, de te former, du coup. Exactement. Alors, tu peux te former soit en lisant des bouquins, en faisant des formations, etc., et c'est une très bonne approche, soit en disant, tiens, je vais m'associer... juste même pour le fun, avec une personne ou deux, puis on va développer un projet, et puis je vais apprendre quelque chose, et je pourrai aussi le valoriser plus tard, quand une autre mission me sera proposée, quand je l'aurai trouvé. Donc, les périodes de creux sont des périodes qui sont généralement très propices à l'auto-formation et à la croissance individuelle. Quand j'ai commencé ma carrière de PM, j'ai beaucoup entendu parler du fait qu'il fallait éviter d'avoir des lignes trop courtes sur son CV, d'avoir des CDI de 6 mois, 1 an. C'était plutôt mal vu en général. J'ai beaucoup aimé voir ta liste de boîtes défiler et me dire, waouh, il a fait plein de trucs différents. J'ai pas tout mis. Et j'imagine parce que tu en as parlé en plus des écarts que tu n'avais pas présentés.
Bon, j'ai une petite idée de ton point de vue sur la chose, mais j'aimerais beaucoup entendre le détail de ce que tu penses à ce sujet-là, autant pour les freelances que pour les CDI. Voilà, tu as dû voir plein de boîtes différentes. Qu'est-ce que les gens, les recruteurs et les clients de Product Freelance pensent vraiment? Alors, moi j'ai 47 ans, je suis vieux. Il y a 20 ans, quelqu'un qui changeait de boîte tous les ans, tous les 2 ans, c'était quelqu'un d'instable. On le disait, je l'ai entendu. Hein. Je l'ai même entendu quand je suis revenu en France, après mes années à San Francisco. 7 ans, j'ai travaillé pour 3 boîtes et j'ai monté des startups en 7 ans. Donc mais tu sais pas, qu'est-ce qui te passe, quoi? Tu n'arrives pas à travailler dans les gens, tu te lasses des entreprises, etc. C'était très très vrai. Ça l'est beaucoup moins. Et il y a beaucoup de recruteurs qui même disent aujourd'hui que de toute façon, dans la nature du marché du travail post-Covid, de toute façon, il y a eu des opportunités qui ont été saisies, il y a des boîtes qui ont levé des centaines de millions d'euros, il y a des personnes qui ont été débauchées parce qu'elles prenaient 20%, 25% de salaire. Donc c'est normal, entre guillemets, quand tu as un marché comme ça, pénurique, d'aller chercher les 25% d'augmentation si tu peux les attraper. Et puis après, ça dégrossit. Enfin, donc je pense que c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, cette perception-là. Et puis, il y a de plus en plus de personnes qui ne trouvent plus de sens dans leur boulot. On a parlé de la grande démission. Hein, on a beaucoup parlé en 2021. C'est le sujet à la mode. J'ai même failli lancer une start-up sur le sujet, pour tout dire. Maintenant, on parle de quiet quitting, de plus en plus. Les gens qui juste vont au boulot pour toucher leur salaire. Et, en fait, dans leur tête, ils ont démissionné, mais ils restent parce que ça leur permet d'avoir quand même un salaire. Donc tout ça sont des tendances, des éléments très marquants qui montrent qu'en fait, globalement, on a tous un rapport au travail, enfin, beaucoup de gens ont un rapport au travail compliqué. Donc passer freelance, finalement, c'est reprendre sa vie en main, c'est retrouver sa liberté, c'est retrouver finalement du sens à ce qui pouvait ne plus être le cas précédemment. Et des boîtes vont voir les freelances de 2 façons différentes, comme la possibilité de compenser un manque, et puis deuxièmement, potentiellement aussi en pré-recrutement. Ça peut arriver aussi. Donc les petites expériences comme ça qui s'enchaînent quand tu es en CDI, ça a été mal perçu, ça l'est moins aujourd'hui. Quand tu es freelance, en fait, c'est dans la nature même du job. Donc personne ne peut te reprocher d'enchaîner, de faire 6 missions sur l'année. Au contraire, en fait, ça apporte de la richesse. Et il y a un truc dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, dont je n'ai pas du tout parlé même, qui est quand on est freelance, en fait, on rentre dans une... Suivez-moi. Quand on est freelance, ça vous permet de passer d'une industrie ou d'un vertical à l'autre, et donc de créer des analogies auxquelles personne d'autre n'aurait pu penser. Tous les freelances connaissent ça. Donc vous avez travaillé, moi j'ai travaillé dans les assurances et après dans la pharma. L'étape d'après, je me suis dit, tiens oui, ce truc-là, j'avais postulé pour un job dans la maintenance des ascenseurs. Rien à voir. Mais par contre, la typologie de persona était strictement identique à celle de la pharma. Et donc je me dis, oui, ça me parle en fait, ça me parle. Donc en fait, le fait d'avoir plusieurs missions comme ça dans des industries différentes vous permet aussi de réfléchir différemment que simplement de façon linéaire. Donc ça, c'est hyper apprécié par les boîtes qui cherchent des freelances. Ça répond à ta question? Une dernière question ou c'est déjà bon? Tout le monde a soif.